Bienvenue sur cette vidéo qui a pour objet de vous présenter la présentation de ma thèse réalisée à l'Université de Genève en mars 2017. Le titre de celle-ci est Histoire de parents, comment je deviens parent. À l'occasion de cette présentation, j'aimerais aborder 3 points. Pourquoi une thèse en sciences de l'éducation croisant le récit biographique, le parcours de parentalité et le réseau familial pour aborder le devenir parent? Les difficultés principales que j'ai rencontrées et les solutions que j'y ai apportées, les propositions auxquelles je tiens et ce qu'il reste à faire. Premièrement, ce qui justifie les choix méthodologiques et théoriques de cette recherche est ma posture de praticien chercheur en formation des adultes. Les objectifs de cette recherche ont été principalement mieux entendre et comprendre la perspective des parents sur la parentalité, quels apports de la recherche biographique en formation des adultes au dispositif de soutien à la parentalité et finalement mieux cerner qui sont les participants du dispositif Histoire de parents. Un parcours de recherche fait de rencontres. Une rencontre des parents à domicile, des parents très motivés par la recherche et qui, pour beaucoup, avaient le sentiment de rendre quelque chose à un dispositif dont ils avaient profité gratuitement. Il s'agissait d'un panel d'une trentaine de parents, dont 5 parents témoins, panel très hétérogène au niveau des configurations, une moyenne d'âge de l'aîné de 13 ans et un tiers d'hommes, ce qui correspond à peu près à la proportion de participation masculine dans le dispositif Histoire de parents. Ce fut aussi un parcours de recherche fait de rencontres et de ruptures. Réaliser ce parcours de recherche a été l'occasion de nombreuses rencontres, de lectures, de nouveaux liens, de nouvelles connaissances, dont celle de Jean Kellerhals, dont les travaux et les conseils ont été une vraie source d'inspiration pour ce travail. La principale rencontre fut celle des parents à leur domicile et l'exploration approfondie de leurs récits. Ce parcours a aussi nécessité des ruptures et des prises de distance. Une rupture avec un genre professionnel, celui de travailleur social. Une rupture avec des interprétations disciplinaires, leurs perspectives et les vives tensions et controverses du champ du soutien à la parentalité. Et finalement, dès les premiers entretiens, la rupture avec mon propre horizon d'attente à l'écoute des récits de parentalité. Enfin, il s'agit aussi d'un parcours fait de choix méthodologiques. Ainsi, après de nombreux entretiens exploratoires, j'ai fait un pari méthodologique en construisant mon canevas d'entretien par l'articulation du récit de parentalité avec un questionnaire parcours de vie et celui du réseau familial en vue d'explorer l'histoire de parents. Ce but de ce croisement est de permettre une mise en perspective du récit avec ce que le parent décrit de son parcours de parentalité, de son réseau familial. Ce pari de croisement méthodologique m'a conduit à une réelle perplexité devant la masse et la diversité des données produites par les entretiens. Car en plus des données des trajectoires de vie des parents de leur réseau familial, j'ai dû faire face à 27 heures d'entretien audio, dont la retranscription représente un corpus de plus de 500 pages. Comment aborder cette masse de données et être sûr de dépasser la simple interprétation personnelle produite par la lecture et l'audition des entretiens? Comment vérifier les intuitions rapidement sans avoir besoin de manière incessante de parcourir l'ensemble des données? Comment explorer les détails du corpus sans s'épuiser dans une analyse mot à mot de chaque séquence des récits de parentalité? C'est ici qu'est entré en jeu un premier logiciel d'enquête qualitative, Sonal. Ce logiciel m'a permis d'accéder et de traiter tant la retranscription que les enregistrements audio et d'effectuer différents tests de codage en vue de vérifier ce qui pouvait le mieux rendre compte de catégories émergeant des récits des parents eux-mêmes. Cette appropriation des données m'a conduit rapidement à un autre écueil. Celui-ci consistait à renoncer à mon horizon d'attente, tant professionnel qu'académique. En effet,
Dès la réalisation des premiers entretiens, j'ai pris conscience que j'avais sous-estimé la nature originale des récits de parents par rapport à mes propres attentes de chercheur en formation des adultes. Les récits étaient constitués d'un imbroglio de références: les finances, les transports, les habits, les repas, l'activité professionnelle du parent, ses conditions de vie, des objets divers tels que le sèche-linge, un caclon à fondu, et je vous en passe. Pour moi, c'était comme passer de l'attente d'une peinture abstraite aux lignes organisées et à la structure bien définie à une peinture figurative basée sur un enchevêtrement d'éléments triviaux. Pour exemple, voici le récit d'une mère que nous nommerons Sylvie. On habitait dans un village de montagne, dans une maison insalubre, qu'on essayait de rénover. Mais il y avait un manque d'argent, puisque mon ex-mari n'avait pas de travail. Tout s'est mis en place à ce moment-là. Je venais d'apprendre que j'étais enceinte, je crois 2 jours avant. J'ai été convoqué par son bras droit et il a voulu me licencier. Je suis entré et il m'a dit: «J'ai une nouvelle pour vous.» Ben, moi aussi, lui ai-je répondu. Alors voilà, tout est arrivé à ce moment-là. J'ai eu une grossesse très difficile, j'ai risqué le perdre à 5 mois, ça a été un prématuré, il ne respirait pas. L'accouchement s'est mal passé pour lui et pour moi. On a fait un petit séjour à l'hôpital et je peux dire que ça a été un peu de la survie parce que j'étais alité. Donc c'était un début assez difficile. Et puis là-dessus, j'ai donné naissance à un enfant qui ne respirait pas, qui a fait un séjour en section de néonatologie. Il s'en est sorti, il est toujours vivant, mais il est toujours faible des branches. Mais maintenant, c'est un magnifique artiste. Enfin, ça va être un magnifique artiste. Voilà, il y avait tout ça, le contexte. J'ai l'impression d'avoir mené de front beaucoup de choses. Donc, devant l'enchevêtrement, le long jonglage entre conditions de vie, conjugalité, professionnalité, parentalité, ma perplexité était importante. Le parent se décrivait comme un jongleur sur un fil, jouant de multiples équilibres. Durant ma revue de littérature sur l'analyse des récits, j'ai découvert un ouvrage d'Evra Hert, docteur en communication sociale et professeur de sémiotique. Elle proposait un modèle d'analyse des récits original, inspiré des travaux de Greimas et Courtès. Je retiens aujourd'hui de cette lecture comme un moment clé de mon parcours, car elle m'a permis d'adapter mon instrumentation d'analyse à l'originalité des récits du devenir parent. Au-delà des niveaux thématiques et narratifs, ce modèle m'a amené entre autres à distinguer avec attention les structures d'opposition au niveau figuratif du récit. Les oppositions d'acteurs telles que le parent versus l'enfant, le parent versus l'enseignant. Les oppositions d'espace, le salon versus la chambre de l'enfant, la maison, le domicile familial versus l'école, le lieu de la scolarité. Les oppositions de temporalité, avant le test de grossesse versus après le test de grossesse. Le fait de m'appuyer sur ces trois constituants figuratifs m'a permis de démêler l'écheveau des histoires de parents, de prendre en compte et d'éclairer la complexité tant des récits de parentalité que celle produite par le croisement méthodologique choisi. La première entrée figurative est celle des acteurs. Je prendrai ici le réseau familial de Sylvie en le croisant avec certains acteurs de son récit. Il y a premièrement les relations qu'Ego entretient avec lui-même. En effet, si dans le réseau familial le parent compte pour un acteur, par contre dans le récit le parent se décline en plusieurs acteurs distincts, car il se parle à lui-même. Il y a donc moi-même, une petite voix qui me disait, ma conscience, mon cœur, mon corps qui me parle. J'ai découvert alors une déclinaison d'acteurs qui constitue le jeu parental et qui rendent compte du dialogue intensif que le parent contemporain entretient avec lui-même. La première relation du parent est donc la relation à soi, qui prend une place très importante dans de nombreux récits. Puis nous voyons émerger les cohabitants. D'ailleurs, vous voyez progressivement se présenter sous vos yeux une configuration familiale produite par la méthode d'analyse des réseaux familiaux d'Éric Widmer. Ici, il s'agit du réseau de soutien émotionnel qui relie les différents membres de la famille selon Sylvie, de sa propre famille selon Sylvie. Puis, les acteurs proches,
membres de la famille ne dorment pas sous le même toit que les parents, les frères, les sœurs, parfois les amis. Et finalement, l'émergence surprenante, tant dans les récits de parentalité que ici dans le récit familial de professionnels issus de l'espace public, de professionnels. Et c'est dans le réseau de Sylvie, nous pouvons percevoir la présence ici d'une enseignante qui est inscrite dans le réseau familial. Elle émerge de la sphère publique, c'est une enseignante, elle intègre le réseau familial sans avoir le moindre lien statutaire ou sanguin avec Ego. La comparaison entre cette particularité du réseau familial avec le rôle joué sur le plan narratif par cette enseignante dans le récit de parentalité nous a conduit à un résultat important de notre recherche, le professionnel médian, dont nous décrivons les caractéristiques dans notre travail. La deuxième entrée figurative est celle des espaces. L'étude des oppositions spatiales m'a conduit rapidement à relever une topologie de sphères d'action ou de sphères d'influence. Premièrement, la sphère intime, ou l'on-soi, constituée par l'intérieur du corps du parent, par exemple dans mon cœur, dans ma tête, l'enfant en moi pour les mères ou l'absence d'enfant en moi pour les pères. Ensuite, la sphère domestique, constituée par le vécu à l'intérieur du domicile, dans ce que les professionnels appellent la boîte noire de la parentalité. Puis la sphère proxémique, qui se situe entre sphère privée et sphère publique. Elle est constituée par des espaces extérieurs au domicile, mais pourtant connus et souvent choisis par le parent. Des espaces dans lesquels le parent exerce encore un certain pouvoir. Le chemin de l'école, le jardin public, le café, la place de jeu, chez les amis, chez les voisins, chez les grands-parents. Et finalement la sphère publique, constituée d'espaces qui marquent la perte de contrôle du parent sur l'enfant, par exemple l'école secondaire. L'exploration de ces espaces rend compte d'enjeux de pouvoir et de contrôle du parent sur l'enfant qui traversent les récits de parentalité. C'est la raison pour laquelle nous parlons aussi de sphère d'influence. La deuxième entrée figurative est celle des espaces et nous a permis rapidement de relever donc la topologie des sphères d'action. Nous pouvons souligner que la conception et les enjeux liés à la confrontation à soi sont particulièrement liés à la sphère intime. Le film muet de la parentalité, c'est la confrontation au corps de l'enfant, le faire face au corps au moment où le parent ramène l'enfant à domicile et où le développement physiologique et psychologique de l'enfant devient central pour le récit de parentalité. Et puis, il y a une troisième confrontation qui est la confrontation dans la sphère proxémique liée au lieu de la parentalité, sont souvent aussi liées à la perte de pouvoir pendant cette étape de la scolarisation, et finalement une étape dite de l'individuation, durant laquelle le parent fait face aux lois, au moment où, au fond, l'adolescent devient agent dans la sphère domestique de la sphère publique. Mais nous y reviendrons. Donc la troisième axe que nous avons étudié, ce sont les temporalités. C'est la troisième entrée figurative. Les temporalités émergent comme structurées principalement pour le parent dans son récit autour de l'âge de son enfant aîné, comme le décrit une maman que nous nommerons Céline. C'est bête à dire, mais quand on parle des cobayes de laboratoire, c'est quand même sur eux qu'on fait les expériences, non? Eh bien moi, mon fils, notre premier enfant, pour moi, c'est sur lui qu'on a fait nos premières expériences. Donc je ne veux pas le traiter de cobaye de laboratoire, là, loin de là. Mais je veux dire, le premier, c'est vraiment le bébé expérience. Je veux dire, on apprend à faire juste, on apprend à faire faux, on apprend à devenir parent, on apprend à l'écouter, on apprend à le comprendre. Avec l'aide de cela, j'ai pu mettre en évidence une vitesse des récits de chaque parent. Celle-ci est calculée en comparant le temps mis par le parent à décrire les événements en lien avec une année de vie de l'aîné. Elle permet de rendre compte d'épreuves singulières. Ici, nous voyons la moyenne de vitesse des récits de notre panel. En prenant l'âge de l'aîné comme référence du devenir parent, j'ai repris les données de vie du parent en lien avec chaque année de l'aîné,
habitation, situation conjugale, situation professionnelle. Et finalement, j'ai croisé ces données du parcours de vie avec celles issues de l'analyse cinétique du récit des épreuves selon la méthode de Baudouin. Ce travail d'horloger sur les rouages de l'horloge de la parentalité m'a conduit à retenir 5 épreuves standards qui croisent le devenir parent. La conception, l'autorisation, la scolarisation, l'individuation et finalement l'émancipation. Cette chronologie a permis ensuite de faire émerger 5 corpus spécifiques construits uniquement par les dires du parent durant une épreuve standard. Un corpus conception, un corpus autorisation, ainsi de suite. J'ai entamé alors l'analyse approfondie et une comparaison tant compréhensive que statistique et thématique, épreuve par épreuve. Cette démarche rend compte d'une présence de scènes, types, dans lesquelles les parents se décrivent et qui peuvent être comparés d'un parent à un autre. On retrouve ces scènes typiques. Là, par exemple, on a une production dessinée, un dessin qui rend compte de scènes réalisées par un parent anglais, pas de lien direct avec nous, mais où on va retrouver des formes culturelles qui peuvent être comparées, même au fond, d'une région géographique à une autre région géographique, et donc une réelle comparaison de l'existence de ces scènes. Ce fut donc la découverte des différents rouages de ce que j'ai appelé l'horloge de la parentalité. En prenant l'âge de l'aîné comme référence du devenir parent, je me suis alors intéressé aux données du parcours de vie du parent en lien avec chaque année de l'aîné, habitation, situation conjugale, situation professionnelle. En faisant ces croisements de notre méthodologie entre parcours de parentalité et récit de parentalité, cela a permis de rendre évident une scénographie, c'est-à-dire une matrice constituée par une chronologie d'épreuves communes, de scènes. Finalement, l'horloge de la parentalité détermine 5 épreuves communes qui croisent acteurs, espace et temporalité. La conception, l'autorisation, la scolarisation et finalement l'individuation, que l'on peut compléter par l'étape d'émancipation que nous n'avons pas pu aborder, approcher plus spécifiquement par manque de données dans notre recherche. J'ai entamé alors une analyse approfondie, une comparaison tant compréhensive, statistique que thématique de chaque épreuve du corpus. La mobilisation alors d'un nouveau logiciel d'analyse de contenu, TROP, a permis de vérifier les différences lexicales et thématiques majeures entre chacune des épreuves communes. Et il a permis de confirmer les sauts objectifs que le parent fait en passant d'une épreuve à une autre. Un parent, Nicolas, nous disait « Je passe d'un scénario à un autre ». L'aîné grandit et évolue continuellement, emmenant le parent d'un espace à un autre. Après avoir fait partie de l'en-soi, il envahit le domicile familial, puis l'espace proxémique, et finalement devient l'agent des lois de la sphère publique. Prenons l'exemple de la conception, qui se situe entre l'annonce de l'arrivée de l'enfant et l'accouchement. Les parents décrivent les enjeux de cette étape principalement dans la sphère intime et le rapport à soi. La confrontation à soi, à sa conscience, devient l'enjeu central des récits de cette période de la parentalité. Donc l'enfant était là, j'avais la surprise, et dans mon fort intérieur, je me disais, je ne le veux pas. Ça a été le cas pour les 2 enfants, car les 2 fois, mon ex-mari n'avait pas de travail. Je suis anxieuse, et pour moi, ça a été dur d'accepter d'être enceinte. Voilà, j'en ai fait des cauchemars et des cauchemars. Pendant la grossesse, la gynécologue m'a dit c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font des cauchemars parce qu'elles n'acceptent pas leur grossesse. Donc elles ne sont pas en accord avec l'enfant à naître, elles feront des cauchemars. Et je me suis dit, mais il n'y peut rien. Et de là, ce mini-récit rend évident la confrontation de Sylvie à elle-même. Cette scène se déroule en soi, dans la sphère intime. Dans ce, je me disais.
Si l'épreuve se déroule dans la sphère intime, par contre, sa résolution fait appel à l'intervention d'une professionnelle médian qui joue le rôle d'interprète, de traductrice du vécu de Sylvie, de médiatrice entre je et il de l'enfant et entre le je et les ils de la communauté des femmes qui ont des cauchemars. Le médium permet ainsi à Sylvie de désingulariser et de dédramatiser l'épreuve vécue dans la sphère intime. Cet exemple rend compte tant de l'épreuve singulière vécue dans la sphère intime, le faire face à soi, que des fonctions centrales du professionnel médian dont rencontre le niveau narratif des récits de parentalité. Notre travail d'analyse rencontre encore de 3 épreuves communes qui permettent de mettre le projecteur sur 4 confrontations majeures du devenir parent. Ces confrontations, ces faire-face, traversent tout le récit, mais trouvent leur point d'ordre dans une épreuve spécifique. Pour la conception, aujourd'hui, j'emploierais plutôt les termes de faire face à soi que face à sa conscience. Car c'est bien cette confrontation du je au soi-même qu'émerge et pose la confrontation première de la parentalité. Celle-ci est d'ordre identitaire. Puis, pour l'autorisation, c'est faire face au corps de l'enfant à domicile. Pour la scolarisation, c'est faire face au lieu et aux pertes de pouvoir du parent face à l'école. Pour l'individuation, c'est faire face aux lois. Quand l'enfant devient agent des lois ou des coutumes de la sphère publique et tente de les imposer au domicile familial, le conflit de pouvoir est alors assuré. Une parentalité narrative. Oui, devenir parent, c'est faire culture, c'est faire histoire. Les histoires de parents ont dépassé les bornes d'un simple instrument de recherche. Un des apports majeurs de notre recherche est d'ouvrir principalement la porte à un renouvellement d'un art du questionnement plus adapté à la perspective singulière du parent. Cette conclusion centrale est valable tant pour les chercheurs que pour les praticiens. Sur le plan méthodologique, c'est le croisement entre la recherche biographique en formation des adultes, les instruments issus de la sociologie des parcours de vie du parent, ainsi que du réseau familial, qui préside les nombreux résultats présentés dans notre thèse. Pourtant, il ne nous a pas été possible d'en épuiser l'intérêt, et donc ce croisement offre encore de potentiels importants d'exploration. De nombreuses questions restent ouvertes, des questions à poser aux parents pour permettre une meilleure compréhension du vécu individuel, des tactiques et des combines auxquelles ils font appel pour répondre aux situations auxquelles ils sont confrontés. Nous avons aussi, sans l'explorer plus avant dans notre étude, relevé l'existence d'une sphère utopique qui émerge par la présence d'objets, d'acteurs et de lieux n'ayant pas d'inscription dans le réel, comme le ciel qui permet à une maman de répondre aux questions de son enfant confronté à la mort de sa grand-mère et de ses 2 chats. Ainsi, l'espace utopique permet d'héberger la nature, les dieux, les monstres, les anges gardiens qui peuplent les récits de parentalité. D'ailleurs, cette sphère est-elle en lien avec la 5e épreuve, l'émancipation, comme pourrait le suggérer notre matrice des épreuves communes? Il s'agit alors d'explorer cette étape avec des parents plus avancés dans leur parcours de parents. Je rappelle que la moyenne de notre corpus, du panel de notre corpus, est de 13 ans. Les perspectives méthodologiques et praxéologiques sur l'art du questionnement. Un croisement méthodologique est un art non seulement de l'écoute, mais aussi un art du questionnement. L'horloge de la parentalité ouvre de nouvelles perspectives, tant sur le plan épistémologique, méthodologique que praxéologique. Avant de parler du bilan de parentalité, je dois rappeler l'articulation méthodologique originale qui a présidé à la mise en forme de notre canevas d'entretien. En effet, nous avons voulu croiser 3 perspectives subjectives du parent sur son devenir parent. Ainsi, nous avons nommé histoire de parent la perception que le parent a de son vécu et de son expérience de la parentalité en répondant à la question comment je deviens parent. C'est de la rencontre de ces instrumentations qu'est née progressivement l'horloge de la parentalité et que celle-ci a conduit à la mise en forme d'un canevas d'entretien bilan qui peut constituer la base de futures recherches autant que d'instruments de soutien pour un entretien de soutien à la parentalité.
Si j'avais pour but de développer un art de l'écoute des parents, tant pour les chercheurs que pour les professionnels, je suis aujourd'hui convaincu de l'importance de développer un art du questionnement. Et le bilan de parentalité se propose de servir de canevas de futurs entretiens pour les parents. En 2013, j'ai proposé à mes collègues d'histoire de parents de mobiliser cet instrument. Et il s'agit ici plus de développer l'art du questionnement que de développer simplement son écoute. Premièrement, notre proposition est de reprendre à notre compte les données des trajectoires du parcours de parentalité en nous basant sur l'âge des enfants comme critère de base. Ainsi, nous interrogeons le parent tant sur la trajectoire conjugale, professionnelle, d'habitation et les différents rencontrés par le parent en les mettant en lien avec le déroulement des différentes temporalités qui traversent le parcours de parentalité. Deuxièmement, nous proposons d'explorer avec le parent son réseau, tant sur le plan du soutien pratique qu'affectif. Quels sont les membres du réseau de parentalité? Quel est leur impact sur la vie quotidienne des parents? Et finalement, je propose aux parents de faire récit de ces expériences et les difficultés qui sont les siennes, en prenant en compte les sphères d'action. Cette forme d'analyse permet d'explorer les investissements et les tensions liées aux différents espaces des récits de parentalité. Ces trois perspectives qui reprennent les axes figuratifs des récits, les acteurs, les temporalités et finalement les espaces, peuvent être complétées par des questionnements sur la présence de différents objets, les temporalités, des acteurs et des informations générales, ainsi que le niveau de dramatisation de la situation des enjeux pour le parent lui-même.